Bienvenue au Polysécure, épisode pour les PME. Cette fois-ci, je suis avec Emeline. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va très bien. Et toi-même? Très bien aussi. Cette fois-ci, nous allons aborder la cybersécurité éco-responsable. C'est un sujet qui est un peu moins populaire au Québec minimalement, mais qui est quand même très en vogue en Europe. Il y a plusieurs années, on avait connu le Green IT, qui est une espèce d'initiative pour la réduction énergétique, en quelque sorte, de tous les éléments d'informatique. Là, on va aborder vraiment le côté cybersécurité qui est associé à ce genre de choses-là parce que la cybersécurité consomme de l'électricité, on consomme de l'énergie quand on fonctionne nos affaires. Donc, il y a plusieurs aspects là-dessus à quand même être conscientisé que les choix qu'on peut faire peuvent être justement éco-responsables et même en se protégeant, mais en réduisant aussi notre trace de pollution qu'on fait quand on consomme ces 10 services-là. Je vais te laisser commencer ces sujets-là. Oui, certainement. Merci une nouvelle fois de me permettre de partager le micro avec toi. C'est toujours un très, très grand plaisir. Puis effectivement, quand on parle de cybersécurité, déjà, on a tendance à dire que c'est pas un sujet très, très sexy. Puis là, on rajoute une couche de sexiness ou de non-sexiness, l'éco-responsabilité. Comment on fait ça? Donc, cybersécurité éco-responsable. Écoute, moi, à la toute base, c'est une idée que j'ai eu envie d'aborder après une conversation que j'ai eue avec Laurence, qui est une professionnelle, une entrepreneur, plus au niveau des communications zéro déchet. Donc, j'aime beaucoup comment elle appelle ça. Et c'est là qu'on avait lancé le sujet cybersécurité éco-responsable, à quoi ça pourrait ressembler. Puis elle m'avait renvoyé vers des lectures et j'ai trouvé ça quand même super intéressant et de voir qu'en tant qu'individu, on peut aussi mettre des choses en place. On a aussi du pouvoir un petit peu sur la technologie. Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup aussi, d'en récupérer en tout cas. Et juste avant, en off, je te donnais une petite phrase clé que je trouvais intéressante et que j'aurais envie de repartager à tout le monde, qui nous vient du Figaro, le journal Le Figaro, et qui nous dit que si Internet était un pays, il serait le 3e plus gros consommateur d'électricité au monde, derrière la Chine et les États-Unis. Donc, je trouve ça quand même assez parlant, assez intéressant et t'as marqué un point en disant, mais tu sais, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que aussi immatériel qu'Internet puisse paraître, chaque action qu'on fait a un impact sur l'environnement. Et on produit de l'énergie. Quand on écoute des séries sur Netflix, on produit de l'énergie. Quand on stocke des photos sur le cloud, on produit de l'énergie. Quand on accède à ses comptes bancaires en ligne. Donc tout ça, c'est plein de petites actions, sans oublier aussi le monde de l'Internet des objets. Qu'on a parlé, on a eu l'occasion de jaser aussi, tout ce qui est les ampoules connectées, les voitures autonomes. Cette production d'énergie va entraîner des émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Puis là, si on a des professionnels qui nous écoutent de ça, dans les commentaires ou autres, n'hésitez pas à prendre contact avec nous puis à nous challenger par rapport à ça, parce que je pense que ça peut être le début d'une belle conversation. Et on en avait parlé au tout début, Nicolas Loïc, toi et moi, et tu disais qu'en France, c'était quelque chose, en Europe en tout cas, les discussions étaient un petit peu plus évoluées que nous au Québec. Oui, tout à fait. Quand j'ai assisté à certains événements européens l'automne dernier, justement, le volet du côté éco-responsable de la cybersécurité a été abordé de front. Donc, c'est pas une chose une discussion qu'on soit en parallèle. Donc, eux sont plus intéressés. Mais il faut comprendre aussi que le coût d'énergie en Europe est beaucoup plus élevé qu'en Amérique. Donc, c'est un facteur qui influence l'intérêt à cette conversation-là. Donc, eux la discussion est déjà amorcée largement. C'est déjà dans leur milieu. Puis là, ils parlent justement de tous les volets comme l'effet énergétique du Bitcoin, par exemple, qu'on utilise beaucoup dans le milieu de la sécurité, entre autres pour un certain nombre de choses. À quel point ça a un coût, cette énergie-là, et ces conséquences-là. Est-ce que c'est le bon outil, par exemple, pour arriver à ce genre de choses-là? Comment les filtres antipluriels seraient c'est une bonne stratégie, parce que plus on réduit le nombre de courriels inutiles qui circulent, plus on réduit la consommation électrique. C'est fascinant parce qu'on pense que ça coûte rien un courriel. Ça a un coût énergétique qui est non négligeable, puisque il est stocké sur des serveurs, il est transmis par des fils qui sont électriques ou qui sont alimentés par l'électricité en termes de fibre optique. Donc tout ça a un coût. Il n'y a rien de gratuit là-dedans. Il faut limiter cet espace-là qui est quand même non négligeable maintenant. Puis justement, dans le même genre de phrase intéressante, comme tu parlais du Figaro, au début du confinement en 2020, le monde a passé à envoyer tous les avions puis les autos qui ne fonctionnent plus, on réduit la pollution. L'effet, c'est que comme on est tombé en visio d'un coup, il y a eu une compensation énergétique qui s'est faite. Fait que là, la pollution qui était faite par les avions et les autos, c'est faite par les centrales électriques qui alimentaient les data centers. On faisait de la vidéo. Parce que la vidéo, c'est quand même assez énergivore comme
comme médium. Donc, ça quand même, faut être responsable. C'est étonnant à quel point ça se cache un peu partout autour de nous autres. Oui, effectivement. Puis c'est un peu la réflexion que j'ai envie d'amener à nos auditeurs, auditrices aujourd'hui, à savoir à quel point vous êtes conscients justement des impacts environnementaux du numérique en ce moment. Et je voudrais quand même donner quelques outils parce que j'ai fait des recherches là-dessus pour voir concrètement c'est quoi les actions qu'on peut mettre en place nous individuellement. Je voudrais aborder 2 axes principalement. D'abord au niveau des outils, donc de pouvoir choisir peut-être de meilleurs outils. Et on va le voir, est-ce que ces outils-là restent aussi dans le cadre de la cybersécurité? Ça, c'est à voir, c'est toujours le défi aussi, mais on va essayer de trouver un 2 en 1 éventuellement. Donc d'abord, choisir les meilleurs outils et dans un deuxième temps, au niveau de nos pratiques, au niveau de ce qu'on fait en ligne, d'adopter une meilleure hygiène numérique. Donc, choisir de meilleurs outils, déjà en partant, ça pourrait être tout simplement le fait d'allonger la durée de vie de notre matériel informatique. Il y a des personnes qui vont peut-être changer un peu plus souvent leur appareil, leur téléphone. Entre autres, je sais qu'il y a comme toute une mode avec les iPhones, puis qu'il faut avoir le dernier iPhone. Nos jeunes aussi nous mettent la pression par rapport à ça. Mais utiliser un ordinateur durant 4 ans au lieu de 2 ans, ça améliore de 50% son bilan environnemental. C'est quand même déjà un élément super concret de ton côté. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu le vis, ça aussi, de ton côté? C'est sûr que l'exagération de consommation des outils est un point très, très important. Je vais plus dans la réutilisation ou le repassage. On parle des téléphones, par exemple. Les téléphones, je vais les repasser. Ils sont pas jetés quand je change. Je suis coupable de changer peut-être un peu trop régulièrement, mais il demeure il n'est pas jeté, il n'est pas mis au vidange systématiquement. Donc, de ce côté-là, où je l'envoie au recyclage. En ce fait que moi, je serais dans le recyclage très favorable de tous les objets électroniques. J'envoie ça dans des champs spécialisés de recyclage justement parce qu'il y a une empreinte écologique très importante à ces gadgets-là, de les mettre dans le dépotoir. Donc, moi, c'est mon approche pour compenser mon excès de consommation d'objets électroniques. Bon point. Très, très bon point. Il y a aussi, au niveau des moteurs de recherche, et on fait tous des recherches. En ce moment, on utilise pour la plupart peut-être Google, peut-être DuckDuckGo pour les plus sensibilisés, mais utiliser un moteur de recherche à supplément éthique. Pourquoi pas? Est-ce qu'on pourrait profiter de nos recherches en ligne pour participer à des projets sociaux, environnementaux positifs? Après, comme je dis, la contrepartie, généralement, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne rapidement, mais la contrepartie, c'est la protection de notre vie privée. Généralement, ça fait pas bon ménage, mais on a Ecosia, par exemple, où est-ce que chaque recherche effectuée contribue à la plantation d'arbres. Donc, ça a l'air chouette comme ça. Puis comment ça fonctionne, comment ils font pour rendre ça possible? Ça va être des publicités. Donc, ça, on peut parler aussi des publicités, les publicités ciblées. Donc, voilà, il y a du plus, il y a du moins, mais les publicités liées aux recherches vont générer des revenus et ils s'en servent pour planter des arbres. Ensuite, il y a Lilo aussi, Lilo qui existe, où on peut participer au développement de projets sociaux environnementaux. C'est une possibilité aussi. En termes de vidéos, on parlait de Zoom justement et à quel point on est beaucoup en vidéoconférence. Mais est-ce qu'on pourrait utiliser une plateforme de vidéoconférence plus écologique? En plus, on a au Québec une plateforme québécoise qui est, et là je ne sais pas si je le prononce comme il faut, Cloudle, je pense, qui est avec un logo vert en tout cas, mais eux ont cette réputation d'être plus éco-responsables. Donc, ça pourrait être au niveau des choix de ces outils-là. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Est-ce que la balance, oui, éco-responsable, écologie versus vie privée, comment tu perçois ça? Moi, j'aimerais ça un jour qu'il y ait quelque chose qui fasse les deux, mais c'est vrai que pour le moment, c'est moins évident. Qu'en penses-tu? Mais pour la vie privée, c'est généralement moins évident. C'est un problème. D'ailleurs, j'ai un malaise énorme à quel point on met le poids sur les gens de protéger leur vie privée, à quel point, normalement, ça devrait être des entreprises ou le gouvernement devrait mettre des mesures en place. Donc, déjà, j'ai un énorme malaise. Donc, tu parlais justement d'un moteur de recherche qui va refinancer, mais on est encore dans le contexte de publicité ciblée, on est encore dans un contexte de cette nature-là. Donc, c'est un moyen, dans la mesure où si on utilise Google, utiliser celui-là, c'est un pour un. Là. On n'améliore pas, on ne détériore pas notre vie privée. Au minimum, on vient améliorer le financement d'activités éco-responsables. Mais au-delà de ça, on demeure qu'on est énormément surveillé sur Internet. Là, on va prendre réaborder le sujet dans d'autres contextes. Mais la surveillance, c'est juste ça, Internet. Là. Fait que
Si c'est rendu qu'on amène les gens à vendre de leurs informations pour poser des gestes éco-responsables, mais c'est peut-être pas le bon moyen ou c'est peut-être un moyen trop facile qui a des répercussions. Fait que ça va peut-être ramener cette réflexion éco-responsable autrement. C'est juste envoyer des courriels que quand c'est nécessaire, utiliser la visio que quand c'est nécessaire ou utiliser une visio qui se dit plus éco-responsable. Par contre, ça, je sais pas comment ils font pour être plus éco-responsable, mais je trouve ça très intéressant comme idée de promouvoir ça sous cet angle-là. Mais si c'est parce qu'ils utilisent de l'hydroélectricité au lieu d'utiliser du charbon comme fournisseur d'électricité, ben effectivement, mais ça, c'est le fait d'être au Québec en général. Fait que même ma consommation électrique est techniquement moins polluante que celle d'un Chinois qui est alimenté par le charbon, par exemple un Américain que son électricité vient du charbon. Donc oui, mais non, parce que c'est pas une raison pourquoi que je devrais gaspiller pour autant l'électricité parce qu'elle est moins polluante. Fait c'est posé plein de petits gestes. Puis ces gestes-là, tu en parlais un peu, peuvent devenir des moteurs pour faciliter protéger notre vie privée, là, on n'avait pas le navigateur, mais en réduisant la consommation, ce genre de choses, on réduit aussi notre surface d'attaque, on réduit notre surface où les gens peuvent venir abuser de notre confiance, qui est en cybersécurité, c'est essentiellement qu'on essaie de se défendre. Protéger notre vie privée aussi, parce que là, comme on expose moins de choses, on fait moins d'actions, donc on laisse fuiter moins l'information. Il y a quand même des bénéfices, au-delà du fait qu'il faut être éco-responsable en cybersécurité, mais d'être éco-responsable amène des conséquences positives en cybersécurité. Là. Très bon point, puis tu m'ouvres justement la porte aux meilleures pratiques, à une meilleure hygiène numérique. Donc, dans le day-to-day, quelles sont les actions qu'on peut prendre pour éviter, mais en tout cas pour minimiser, pour diminuer cet impact-là. Et on pourrait faire moins de recherche aussi, comme tu dis, faire moins, mais aussi faire mieux, parce qu'on peut faire moins de recherche et avoir les choses en favori. Avoir nos liens dans lesquels on va le plus souvent en favori. Et comme ça, on n'a pas besoin d'à chaque fois taper dans la barre de recherche Facebook puis faire la même démarche à chaque fois. Un clic droit sur le lien, puis hop, on y est directement. Donc, il n'y a pas besoin de retenir les adresses par cœur non plus. Et on peut ajouter les sites qu'on consulte régulièrement dans notre barre de favoris. Donc, c'est bête vu comme ça, mais ça a un impact, ça, pour vrai, de faire moins de recherches. Surtout des recherches où est-ce qu'on tape 10 fois par jour Facebook dans Google. Donc, c'est une chose. Le fait de bloquer la lecture automatique des vidéos. Et on peut le bloquer sur les applications, que ce soit sur LinkedIn ou sur YouTube. Quand on scrolle, ça joue automatiquement la vidéo. Ça, on peut le désactiver. On peut désactiver la lecture automatique des vidéos. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué? Est-ce que tu trouves que c'est un irritant ou comment tu vis ça? Moi, j'aime pas que ça, les choses démarrent tout seul. Là. Surtout, là, avec le temps, ils se sont raffinés, mais au début, les vidéos partaient avec le son dans le fond, puis t'écoutes une page comme ça, puis tu descends, puis tout à coup, ça part comme ça, puis dans un lieu public, puis je trouvais ça très agressant comme stratégie. Mais les marketeurs sont tendance à être très agressants pour attirer notre attention. C'est leur objectif. Mais non, fait que toutes ces notions-là, moi, je le faisais parce que ça me dérangeait, le démarrage du vidéo, et c'est pas dans un objectif d'être éco-responsable. Mais il demeure que la finalité, elle arrive là. Puis c'est ça qu'on arrive, il y a beaucoup de gestes qu'on va poser qui sont éco-responsables, qui vont avoir des conséquences ou des choses qui nous, en cybersécurité, qui nous tannent, qu'on veut régler, comme le spam, par exemple. En réduisant le spam, on réduit tout le contenu énergétique qui est associé au transport et au stockage des courriels, parce que c'est quand même, les deux ont un coût parce que la plupart sont stockés sur des serveurs qui existent et plus on en stocke, plus ça a un coût énergétique parce que plus on doit prendre de l'espace qui a un coût en termes de choses peut-être pas très, très grand à la portée individuelle, mais à la portée collective. La quantité de spam représente, je pense, c'est 90% du trafic de courriels sur Internet. Donc, si on réduit ça de toute cette quantité-là de trafic nuisible, on a un gain. Fait que là, on est les deux là, dans ce cas-ci, ce qui est très intéressant. Dans d'autres cas, c'est moins évident, comme le Bitcoin, par exemple. Les gens n'ont pas tendance à comprendre à quel point c'est très énergivore comme technologie. Puis de son usage aussi répandu, elle a des conséquences aussi. Là. C'est pour ça que la Chine l'a banni, entre autres, parce que ça drainait ses centrales électriques pour faire du Bitcoin au lieu de ses moyens de production. Fait que ces usines étaient pénalisées ou manquaient d'électricité parce que le Bitcoin drainait toute cette énergie-là. Fait que, c'est pas anodin, ce genre d'éléments-là, qu'il faut être conscient aussi quand on fait les choix qui sont associés. Là. Dans le même ordre d'idée, des choses qui ont un impact sur l'environnement et qui ont un impact aussi pour notre cybersécurité. Je dis souvent qu'on a tendance à confondre notre boîte courriel typiquement comme un espace de stockage.
malheureusement. Et ça, le stockage, à la fois, c'est pas bon pour les pirates informatiques parce que s'ils accèdent à nos choses, ils accèdent à tout. Et d'un autre côté, c'est de l'espace de stockage. Donc, ça prend de l'énergie, ça prend de la place. Donc, on pourrait faire le tri dans nos courriels. Donc là, j'ai un autre argument à tous les gens qui disent « Oh, mais c'est pratique d'archiver plutôt que de supprimer. » Mais ça aide à faire le tri dans sa tête. Ça supprime les portes d'entrée aux pirates informatiques pour l'accès à nos données, puis surtout aux données sensibles aussi. On reçoit tellement de courriels, on se rend même pas compte. Donc, ce serait une piste, possiblement. Ne pas envoyer des pièces jointes trop volumineuses. Ça aussi, c'est une chose. Donc, pourquoi ne pas compresser ces documents plutôt que de les envoyer comme ça? C'est lourd, on se rend pas compte, mais en tout cas, je ferai pas d'analogie, mais je pense que vous me voyez venir avec mon analogie, mais pourquoi ne pas compresser nos documents et encore mieux en profiter pour ajouter un mot de passe de protection, pour ajouter une couche de sécurité. Il y a des beaux outils comme 7-Zip pour Windows, Keka sur Mac qui vient compresser et ajouter en plus un mot de passe pour protéger nos choses. Why not? Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est pas facile. Moi, j'en parle avec des clients, puis c'est pas facile à mettre en place, à avoir cet automatisme-là. Je serais curieuse de t'entendre, Nicolas Loïc. Ça l'amène un certain changement de paradigme. C'est sûr que les gens, c'est plus le changement de façon de faire que les gens vont résister que le changement lui-même. Là. Ça, c'est un classique de l'humain. Puis j'ai trouvé très intéressant sur les boîtes courriels parce que j'ai eu des cas d'incidents de sécurité où le fait que les gens stockaient trop d'informations dans leur boîte courriel a amené à des problèmes beaucoup plus importants parce que justement, les malveillants s'y intéressent. C'est la première porte de choses qu'ils vont regarder, fait qu'ils vont généralement drainer la boîte courriel. Fait que si votre boîte courriel contient beaucoup d'informations, déjà là, ils vont la drainer au complet. Puis si c'est de l'information confidentielle, vous êtes un peu dans le pétrin parce que là, à partir de ce moment-là, cette information-là vient de fuiter chez les malveillants. Donc, justement, d'aborder, puis là, c'est pas une hygiène en cybersécurité, mais c'est une hygiène tout court au niveau de nos informations a des bénéfices en cyber. Parce que si on se prémunit de conséquences graves lors d'un incident, puis un incident, ça arrive à tout le monde. Tu en as connu dans ton entourage. Moi, j'ai des clients qui en l'ont connu, j'ai même de point de vue personnel, il y a des gens qui ont connu ça. Donc, c'est des éléments très désagréables. Si on peut minimiser, justement par un étant éco-responsable, là, on gagne deux choses. C'est très important. Puis l'usage de mots de passe, effectivement, avec comme 7-Zip, qui est aussi disponible pour Mac. De toute façon, c'est au Linux, Mac, Windows. C'est disponible sur toutes les plateformes. Il y en a avec des interfaces plus jolies là, en Mac, là, comme le logiciel que tu mentionnais, entre autres, puis ils sont gratuits, fait que c'est très, très le fun aussi. Mais oui, puis l'usage de rajouter un mot de passe par-dessus, même si celui-ci n'est pas nécessairement complexe, au moins c'est une barrière à l'entrée. Puis c'est toujours comme ça qu'il faut le voir. L'attaquant, il va prendre le chemin le plus facile pour se rendre à son information, faire ce qu'il veut. Fait que si on fait juste augmenter la barrière un petit peu, il ne mettra pas d'énergie à casser le mot de passe, même s'il est faible. Il va juste continuer son chemin et aller sur d'autres choses. Donc, c'est un peu un regard comme ça qu'il faut monter. Fait qu'on finit, moi, c'est ma phrase, on monte le niveau de l'eau, c'est-à-dire qu'on monte la barrière, puis ça rend ça plus compliqué pour les malveillants. Puis à ce moment-là, on se protège de cette façon. Fait que toi, c'est sûr que tes clients vont bénéficier éventuellement d'avoir commencé à mettre ça dans leurs approches, un message comme ça. Moi, mon exemple personnel, mes courriels, je les archive, mais j'ai un logiciel qui est spécialisé là-dedans qui me permet de faire des recherches parce que ça, plus tard, on dit ah oui, j'aime ça les avoir ça. Vrai. Mais une boîte courriel n'est pas un lieu de stockage, c'est pas adapté à ça. Moi, j'ai un logiciel sur Mac qui est adapté à ce genre de choses-là pour faire de la gestion documentaire. Fait que j'y garoche mes courriels dedans. Puis ils sont dans un stockage hors ligne. C'est-à-dire qu'ils sont pas capables personne n'est capable de venir le voir. Quand je le prends, je branche le disque. Puis à ce moment-là, je vais chercher dans les courriels que j'ai à ce moment-là, parce que l'engin de recherche est très efficace au niveau de cet élément-là. Fait que je protège ma vie privée parce que c'est pas sur des serveurs. Je protège mon information des pirates parce que je le mets hors ligne. Puis, je suis éco-responsable parce que comme c'est hors ligne, il n'y a pas de courant qui est consommé pour le stockage de ces éléments-là durant ça. Et ça, j'ai fait le constat live. C'était pas une question de volonté, c'était pas réfléchi comme ça, mais en parlant, mais je me suis rendu compte effectivement que ça vient s'aligner spontanément avec ce genre de choses-là, comme quoi il y a des bénéfices énormes à être éco-responsable. On le prend du côté de l'éco-responsabilité. Il y a des bénéfices énormes en cyber. Et quand on a des bonnes pratiques cyber, on devient nécessairement éco-responsable aussi, là.
C'est une super belle illustration que tu viens de nous faire. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Puis j'ai vu, les gens n'ont pas vu ton non-verbal, mais j'ai vu ton non-verbal et la prise de conscience sur ton visage de ce que tu disais. C'était assez impressionnant et c'est très chouette. Je trouve ça très chouette justement de pouvoir faire le lien entre des choses qu'on fait et puis de dire, ah ben finalement, en plus, ça a une autre petite saveur éco-responsable. C'est un deux en un. Donc, parfait. Je reste dans les courriels aussi par rapport aux courriels et aux envois de courriels. On a peut-être la fâcheuse tendance à répondre à tous. Tu sais, un courriel où est-ce qu'on est 4-5, répondre à tous, éviter de répondre à tous. Parce que envoyer un courriel à 5 personnes, ça revient à envoyer 5 courriels. Donc, 5 fois plus d'énergie, peut-être qui n'est pas si nécessaire que ça. Donc, remettre en question, est-ce que ça vaut vraiment la peine que les gens soient, même en CC, en CCI, peu importe, ça revient exactement au même. Et toujours dans les courriels, notre signature, est-ce qu'on pourrait avoir une signature éco-responsable? Éviter d'avoir des images trop lourdes, d'avoir des images tout court, même des animations qui ajoutent du poids à l'envoi, puis qui ajoutent du poids à chacun de nos envois. Je sais que c'est très, très réputé de mettre des bannières en dessous de nos courriels, mais c'est lourd. En termes de poids, c'est très, très lourd. Qu'est-ce que tu en penses de ces 2 derniers points? J'en ai 2 autres en dernier, mais de ces points-là, en tout cas. Moi, j'aime pas beaucoup les signatures avec des images dessus pour plusieurs raisons, parce que les courriels sont mal adaptés, mais ça, c'est un goût des gens de vouloir se démarquer. On est toujours dans le côté de vouloir se démarquer. Puis ça, se démarquer, c'est très peu éco-responsable. C'est justement de dépenser beaucoup d'énergie pour prouver ou montrer notre existence. Fait que moi, j'aime pas l'usage d'images dans une signature. D'ailleurs, mes signatures sont généralement très succinctes, fait que c'est très je suis pas de cette nature-là. L'autre, c'est les répondre à tous, c'est très comique en soi, parce que en entreprise, c'est arrivé à tout le monde de voir quelqu'un qui répond à tous quand on devrait pas. Genre, il y a 60 personnes qui font répondre à tous, que c'est complètement fou. Fait que, s'il vous plaît, faites ça, c'est encore plus grave. Tu parlais à 5, mais tu sais, quand on fait un répondre à tous à 60, ben là, c'est comment le voyez 60 courriels, puis ça, en entreprise, on envoie régulièrement des erreurs comme ça. Si ça c'est d'un autre côté, c'est agressant. Moi, j'haïs ça, ce genre de choses-là, parce que ça vient comme défaire, puis ça nuit à la communication, ça favorise pas. Mais toujours d'être très penser à faire. Quand on fait une communication, il faut qu'elle soit utile. Mais quand on fait cette réflexion, ben là, on fait un arrêt de faire justement, comme tu mentionnes, des choses comme ça. On revient toujours, c'est réfléchissez à ce que vous faites. Faites pas des choses par automatisme. Prenez conscience puis adoptez des bons comportements qui auront des conséquences éco-responsables et en cybersécurité aussi, dans ce cas-ci, là. Et j'ouvre une parenthèse par rapport à ce que tu as mis. Je sors un petit peu du cadre éco-responsable, mais pendant qu'on est dans les répondre à tous, moi, quelque chose que je recommande aussi le plus possible, c'est d'avoir une conscience sur le consentement que m'ont donné les personnes à partager leur adresse courriel avec d'autres. Tu sais, est-ce qu'on ne pourrait pas envoyer un courriel en CCI? Tu sais, quand on a une batch de courriels, donc tu sais, éco-responsable, ça change rien. Tu sais, on envoie quand même 60 courriels, mais les 60 personnes entre elles, elles n'ont pas nécessairement autorisé et donné leur consentement pour que leur adresse courriel soit partagée aux 59 autres. Donc, utiliser le plus, le CCI, ça, c'est un autre enjeu. Mais puis, je te vois réagir. Qu'est-ce que tu en penses? Ça t'arrive très souvent de voir ça. Les gens ne comprennent pas que ces conséquences-là, où les gens, ensuite, tu as des chaînes de courriels, des cas de communication comme ça, puis comme personne n'a utilisé le CCI au passage, ben, tu te ramasses avec une panoplie de courriels ou d'adresses courriels d'autres personnes qui, normalement, ne devraient pas être accessibles aussi facilement que ça. Parce que des fois, c'est des adresses courriels de gens importants que je devrais pas connaître leur adresse courriel et qui sont comme fuités de cette façon-là. Ça, c'est une chose. Mais en plus, comme ces chaînes de courriels-là se ramassent seulement en dehors du périmètre de l'entreprise ou en dehors de nos choses, ben là, il y a d'autres personnes, puis les spammers vont ramasser ça. Tous ces éléments-là, fait que c'est assez terrible. Puis là, ben, on remonte, là, moi, j'en vois moins. J'imagine que les gens m'en envoient plus. Ça doit quand même encore exister. Les fameuses chaînes de courriel. J'ai une ma tante qui a un problème de santé, blablabla. Puis là, envoyer le courriel à tout le monde. Ben, ces chaînes-là font justement fuiter l'information de mon adresse courriel à tout le monde. Je suis pas vraiment, parce que la dernière fois que je l'ai reçu, j'étais un peu hostile. J'ai effectivement pris toutes les adresses courriel de la chaîne au complet. Je dis là, arrêtez de faire ça, là. C'est mal. Vous diffusez vos informations. Puis 2, ben là, vous vous mettez à risque, parce que là, les spammers vont connaître votre adresse puis vont faire ça. Fait que, s'il vous plaît, mettez au minimum en CCI, faites pas, divulguez pas vos informations comme ça, là.
Ouais, très, très, très bon point. Puis pour revenir dans notre éco-responsabilité, mes deux derniers points que je voulais mentionner, et c'est au niveau des notifications mobiles et de nos applications mobiles aussi. Donc, est-ce qu'on pourrait désactiver nos notifications mobiles? En plus, c'est bon pour notre santé mentale de ne pas avoir des pop-up à longueur de journée. On pourrait utiliser le Wi-Fi aussi ou le filaire lorsqu'on est à la maison. Éviter d'être tout le temps sur la 4G, même à la maison, parce que ça consomme une vingtaine de fois, j'ai pas le chiffre exact, mais ça consomme à peu près une vingtaine de fois moins d'énergie que le 4G, d'être branché sur le Wi-Fi, et ça ne change pas grand-chose dans notre expérience. À part si, bon, notre routeur, c'est peut-être le temps de le changer ou de changer celui du fournisseur qu'on nous a donné. Ça va être un autre point. Préféré le téléchargement au streaming vidéo lorsque c'est possible. Le streaming, ça consomme beaucoup, beaucoup. Et mon dernier point, est-ce que tu connais, Marie Kondo? Marie Kondo, est-ce que ça te dit quelque chose, ce nom-là? Oui, un peu de son émission de minimalisme. Exact. Ben, on pourrait faire une Marie Kondo de nous aussi, puis faire le tri des applications qu'on a sur notre téléphone et qu'on n'utilise plus, des données qui sont inutilisées. En plus de libérer de l'espace et de dépenser moins d'énergie, on évite des vulnérabilités ou des accès non autorisés aussi dans le futur, avec des choses qui sont désuètes, qui sont plus mis à jour, puis que nous, on garde. Donc, c'était mes deux derniers points, plus mobile, notification. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, tout à fait. Notification, moi, depuis que c'est rendu disponible en iOS 15, je crois, le bundle des notifications. Maintenant, j'ai 4 moments dans ma journée de notifications. Fait que tout ce que je recevais en flux continu et dans le fond qui troublait ma concentration, je l'ai à 4 moments spécifiques. J'en ai une le matin, le midi, le soir, puis avant de me coucher-ish, plus vers 10 heures le soir. Donc, c'est 4 moments où j'ai concentré toutes mes notifications. Fait que je suis pas, mon téléphone ne s'allume pas à toutes les minutes pour ça. Déjà, là, je consomme beaucoup moins d'électricité sur le téléphone. Donc, ma pile dure beaucoup plus longtemps. Là, tu mentionnais l'utilisation du modèle cellulaire versus le Wi-Fi. Effectivement, la consommation, elle est dramatique là, quand on tombe en cellulaire par rapport au Wi-Fi. Fait que oui, de toute façon, depuis que je suis en confinement, moi, l'usage du réseau cellulaire est rendu faible à inexistant. Là. Fait que, ce côté-là, mes gros forfaits de données que j'avais en mode cellulaire sont à peine utilisés maintenant depuis les 2 dernières années. Là. Fait que faudrait peut-être justement que je ravise mes forfaits en conséquence, vu que ma vie a changé. Puis je pense pas que ça va changer énormément dans les prochaines années pour autant. Là. Fait que d'être un peu plus sédentaire au niveau travail. Là. Fait que oui. De toute façon, on s'en revient toujours au fait, plus on réduit les informations qu'on a, plus on réduit les applications, plus on réduit notre surface d'attaque, donc on réduit la probabilité qu'on ait des problèmes, on réduit toujours comme ça. Donc, des bénéfices très importants à être éco-responsable dans ce cas-ci, ou vice-versa, si on a des habitudes d'hygiène en cyber très élevées, ben on est naturellement éco-responsable par le fait même. Puis j'aime cette notion-là de un mène à l'autre parce que ça facilite l'adoption par les gens, parce que c'est plus facile de dire, soit moi je suis préoccupé à la sécurité, j'aurai des effets éco-responsables. Il y a des gens qui sont éco-responsables, qui sont préoccupés par ce volet-là, vont avoir des conséquences en cybersécurité, vont amener ce genre de choses-là. Fait que les bénéfices sont quand même non négligeables dans les deux côtés de ce point-là. Et j'aurais envie de conclure puis de poser une dernière question à nos auditeurs, à savoir maintenant, lesquelles de ces nouvelles pratiques avez-vous envie d'essayer? Et on parle d'essayer, peut-être pas d'adopter tout de suite, mais au moins d'essayer. Je serais curieuse que vous preniez contact avec nous ou sous les commentaires, peu importe, mais très, très curieuse de voir comment vous réagissez à cet épisode-là qui est quelque chose de probablement nouveau. Oui, puis qui demande peut-être une réflexion sur nos habitudes aussi, là, qui est peut-être un peu plus désinvolte et moins sérieuse que la cybersécurité. Fait que c'est de voir comment on peut amener cette conversation-là à l'extérieur juste de nous deux dans ce cas-ci, de faire que les gens puissent prendre conscience des impacts et prendre des mesures aussi, qu'on leur donne des moyens pour y arriver. C'est très intéressant. Je trouve ça un sujet un peu en dehors de la cyber standard qu'on fait d'habitude, mais qui est quand même très important dans le contexte dans lequel on est. Donc, très, très intéressant. Oui, puis on a su le ramener un peu à notre sauce cyber pareil. Donc, je pense que ça répondra à tout le monde quand même. Absolument. Fait que sur ça, on va conclure. Je vais te souhaiter une excellente semaine, une excellente journée. Merci également. À la prochaine.